Mes chers concitoyens, bonsoir. Merci d'être présents pour notre 12e point d'information. Covid, cela va faire 15 jours que nous sommes confinés et nous l'espérons sincèrement que ce n'est pas pour rien, que nos commerces de proximité qui souffrent commencent à éprouver de grandes difficultés. L'activité économique pourrait baisser de 12% en novembre. Je salue la présence de Caroline Pister, notre généraliste à Reichstett, qui a accepté de revenir pour nous parler du Covid-19. D'un point de vue médical et surtout pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Je vous rappelle, pour vous poser vos questions, il vous suffira de les taper sur Facebook, elles apparaîtront, et nous allons d'abord faire un petit point général, ensuite répondre aux questions posées par mail, et ensuite aux questions sur Facebook. C'est un peu particulier ce soir, mes chers concitoyens, parce que après le point Covid, je ferai un point géothermie, un peu dans le style Covid, c'est-à-dire je vous exposerai les informations que j'ai et je répondrai aux questions que vous pouvez vous poser. Au niveau départemental, nous sommes toujours dans la zone d'alerte, je crois que vous le confirmez Caroline, la zone d'alerte maximale. Nous dépassons le seuil au niveau des hospitalisations et d'après, quand même, une petite éclaircie s'annonce et il semblerait, d'après le Premier ministre que j'ai écouté à l'instant, qu'on est à moins 16% au niveau de la contamination et qu'il pourrait y avoir des allègements des mesures début décembre et un nouvel allègement des mesures pour Noël. Par contre, je crois que ceux qui avaient prévu de faire des grandes fêtes de réveillon, vous pouvez les oublier. Voilà un petit peu les nouvelles générales. Je vais revenir un petit peu au niveau des structures. Alors les structures, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ma collègue Michel Meyer m'a fait un petit peu un point des structures dites sociales. Et alors, pour la maison de retraite, on n'a pas de changement. Nous attendons les nouvelles directives susceptibles de nous parvenir demain, suite aux annonces du Premier ministre. Toujours aucun cas, ni dans le personnel, ni dans les aînés. Et ça, c'est vraiment bravo et merci. La coccinelle, nous fonctionnons toujours sur 2 sites. Pas de changement dans notre protocole, tout va bien. Une fatigue se fait néanmoins ressentir chez le personnel. Malgré quelques cas de contact, la situation s'est rétablie partiellement puisque nous n'avons plus qu'une salariée positive. Le remplacement a été mis rapidement en place. Le protocole sanitaire est différent de l'école puisque nous pouvons accueillir les enfants en maintenant la distanciation physique entre les différents groupes scolaires maternels et élémentaires. Le port du masque, il appartient, alors là pareil, les enfants en maintenance de distanciation, je l'ai dit. Pour cette raison, nous avons attribué une salle d'activité à chaque groupe. Le port du masque, permettez-moi de vous le rappeler, il appartient aux responsables légaux de fournir les masques de leurs enfants. Alors je sais que certaines municipalités en fournissent. Je dirais que nous investissons beaucoup d'argent dans la désinfection et le nettoyage. Et je crois que là aussi, il faut que tout le monde puisse faire cet effort. L'accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré, ou après une période sans utilisation d'environ 12 heures. Au niveau du relais d'assistantes maternelles, nous maintenons le contact avec les assistantes maternelles et nous avons pris la décision d'ouvrir les locaux pour qu'elles puissent profiter des ateliers sur place. Au niveau des écoles, les protocoles sanitaires ont été revus à la hausse concernant les nettoyages journaliers. Les 2 conseils d'école ont eu lieu le 5 novembre pour la maternelle et le 10 novembre pour l'élémentaire. Des interrogations ont été émises par les parents délégués nouvellement élus. La question sur le port du masque pour les élémentaires lorsqu'ils pratiquent du sport. Mais la conclusion, dans l'ensemble, cela s'est bien passé. Voilà un petit peu les nouvelles que moi je pouvais vous donner. Je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions. Si vous avez besoin de savoir où vous pouvez vous promener, qu'est-ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je vais maintenant donner la parole à Caroline pour un point médical et ensuite répondre aux questions. Cette semaine, on a vu une légère amélioration par rapport à la semaine dernière, hein, une petite diminution du nombre de cas positifs. On a encore des cas positifs tous les jours, mais il y en a un petit peu moins que les 3 semaines qui précédaient. Je voulais revenir sur une question qu'on m'a posée la semaine dernière et à laquelle j'ai répondu de manière un peu inexacte.
enfin en tout cas imprécises. La question était, quand on a attrapé le Covid, quand on a été malade de la Covid, au mois de février, mars ou avril, est-ce qu'on peut être à nouveau contaminé et malade de la Covid? Alors, les scientifiques estiment que sur les formes modérées, on va produire des anticorps qui potentiellement nous protègent pendant 6 à 12 mois. Sur les formes plus sévères, peut-être un peu plus longtemps. Donc, en théorie, il ne devrait pas y avoir de recontamination. En pratique, il y a eu des cas de recontamination. Ça, c'est le premier point. Il y a des gens qui ont attrapé a priori 2 fois la Covid, avec 2 fois des symptômes. C'est rare, mais c'est pas impossible. Et l'autre réponse que j'aurais dû vous donner, tout simplement, c'est on n'a pas forcément énormément de recul, hein, malgré tout, ça fait 7 mois, 7-8 mois, donc bon, c'est une question à laquelle on ne peut pas forcément répondre de manière très précise. Donc, c'est peu probable, mais c'est pas impossible. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Alors, au niveau des questions, en tant que personne âgée, je suis à risque de développer une forme grave ou des complications suite à une infection du Covid-19. Que puis-je faire pour me protéger? Oui, alors oui, c'est sûr que l'âge, effectivement, c'est le principal facteur de risque de complications et de formes graves. Il n'y a pas de traitement préventif à la Covid-19, donc ce que vous pouvez faire pour vous protéger, c'est éviter de l'attraper, tout simplement, en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire éviter les contacts, éviter au maximum les contacts. Quand vous sortez de chez vous, portez le masque. Si vous avez une visite qui ne peut pas être reportée, eh bien, portez le masque à la maison, vous et la personne qui vient. Vous lavez les mains très régulièrement. Évitez de manger à plusieurs, tout simplement. Voilà. C'est comme ça qu'on évite de se contaminer. Voilà, alors la semaine dernière, on a eu des nouvelles du Danemark où ils ont été obligés d'abattre tous des élevages de visons. Oui. Et la question est simple, le virus peut-il muter? Oui, le virus peut muter. Le virus peut encore muter. Peut encore muter. Oui. Ouais, mais ça remet quand même en cause tous les vaccins pratiquement. Ça remet en cause les recherches. Maintenant, bon. On va essayer de ne pas être pessimiste. On va essayer de pas. Voilà, d'accord. Alors, une question qui revient pratiquement toutes les semaines. Pendant combien de temps les personnes qui n'ont pas de symptômes sont-elles contagieuses? Oui, donc les gens qui ont un test, qui sont testés positifs mais qui sont asymptomatiques, les consignes qu'on a, clairement, c'est isolement pendant 7 jours après le test. Ce qui signifie qu'on estime qu'elles sont contagieuses 7 jours après le test et on sait qu'elles étaient contagieuses 2 jours avant. Donc, en gros, à 10 jours sur les formes modérées ou asymptomatiques, à 10 jours, la majorité, la quasi-totalité n'est plus contagieux. Voilà. Après, les consignes qu'on a, c'est 7 jours d'isolement et ensuite, évidemment, malgré tout, garder le masque et continuer à appliquer les mesures barrières après les 7 jours. Voilà. D'accord. Alors, il y a une question qui est un peu, je dirais, pas ambiguë, mais que pensez-vous du vaccin déjà? Et puis ensuite, des effets secondaires éventuels, s'il peut y en avoir. La dernière question, peuvent-ils nous l'imposer le jour de sa sortie? Alors, je dirais, il y a 2 questions vraiment médicales et une question qui relève plutôt du droit. Oui. Peut-être, je sais pas. Ce que je pense du vaccin, malgré tout, et comme tout le monde, médecin ou pas médecin, on met un espoir dans ce vaccin qui, en phase 3, semblerait quand même relativement efficace. Voilà, les effets indésirables, pour l'instant, sur l'étude, c'est rassurant. Maintenant, quand ça va être à grande échelle, il va y avoir peut-être des effets indésirables
dont on va se rendre compte à ce moment-là, parce qu'on va vacciner un beaucoup plus grand nombre de personnes. Oui. Imposer un vaccin, alors je ne suis pas spécialiste du droit, mais je ne pense pas qu'on puisse imposer à l'heure actuelle un vaccin contre la Covid. Hein. Oui, peut-être. Voilà. Moi, j'ai souvenir de mes années d'école primaire où on me faisait avec une plume un vaccin, avec un carnet de vaccination, et c'était obligatoire. Oui, d'ailleurs, les vaccins pour les enfants sont obligatoires maintenant. Maintenant, là, sur la Covid, bon, après, c'est pas impossible. Hein. D'accord. C'est probablement pas impossible, mais j'imagine que non. Je pense que la semaine dernière, tu avais parlé du remdesivir. Est-il un traitement fiable ? Alors, et dans quel cas ? Fiable, la question fiable, c'est est-ce qu'il y a des gros risques d'effets indésirables ou est-ce que c'est efficace ? De toute façon, ça, c'est pour l'instant des traitements qui sont testés et à l'étude à l'hôpital, chez les patients hospitalisés. Voilà. Mais a priori, des résultats relativement prometteurs, mais pas miraculeux. D'accord. Alors, une question aussi qui revient assez souvent, et c'est vrai que c'est pas du tout évident, parce qu'on nous dit on est positif, il faut se mettre en isolement, mais comment est-ce qu'on fait par rapport au restant de la famille si on vit sous un même toit ? Oui, effectivement, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, quand il y a un cas positif dans une famille, malade ou non malade, les cohabitants doivent être testés tout de suite. Tout de suite. Voilà. Pas attendre les 5 jours parce qu'on nous dit toujours. Les cohabitants, les gens qui habitent sous le même toit, doivent être testés tout de suite. Alors les enfants et notamment les moins de 6 ans, ça prête à discussion, mais les cohabitants doivent être testés tout de suite et ils doivent être testés 7 jours après la guérison du cas 0, du cas malade de la famille. 7 jours après la guérison. On estime que la guérison, elle est à 7 jours ou à 2 jours après disparition de la fièvre. Et tout ce temps-là, ils doivent rester, eux aussi, en isolement à la maison, c'est-à-dire télétravailler, ou si ce n'est pas possible de télétravailler, ils ne doivent pas aller au travail. Pareil pour les enfants, ils ne doivent pas aller à l'école ou à la crèche, voilà, ils doivent rester dans le foyer. Après, comment fait-on pour s'isoler ? La personne malade doit être dans une pièce dédiée où elle est seule, manger seule, donc soit plateau repas, soit elle a sa propre table, et utiliser les sanitaires propres et utiliser ces sanitaires propres si possible. Maintenant, s'il faut partager la salle de bain, il faut désinfecter tout après le passage. Il faut désinfecter tout. Ouais, ou les points contacts. Les points contacts. Et voilà. Un truc bête, quand on tire la chasse d'eau, effectivement, il vaut mieux refermer le couvercle parce que ça évite les aérosolisations. Voilà. D'accord. Donc, il faut désinfecter, il faut s'isoler dans sa chambre, il faut aérer la chambre, il faut manger tout seul dans son coin. Et puis quand on est en contact avec les autres membres de la famille, parce que c'est impossible de faire autrement, il faut porter le masque. D'accord. Voilà. Alors là, une question aussi qui est logique. Pourquoi réduire la durée de l'isolement alors que l'épidémie s'accélère ? Alors, réduire la durée de l'isolement par rapport à la première phase, vague, où on parlait de quatorzaine, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est simplement parce qu'on a appris. On l'a appris, mais encore une fois, on ne sait pas tout, on progresse. On n'a pas forcément énormément de recul, mais on s'est rendu compte que la majorité des formes n'étaient plus contagieuses à 10 jours. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis après, évidemment, il y a un facteur économique qui fait que c'est clair. On arrête de travail les gens moins longtemps. Voilà. Bien. Une dernière question pour l'instant, c'est le coronavirus peut-il se transmettre dans l'eau ? C'est-à-dire circule-t-il dans l'eau, dans l'eau d'un bain ? Est-ce qu'on peut se contaminer par des eaux souillées, une transmission orofécale, oui, ou alors par exemple en buvant de l'eau qui serait souillée ? A priori, il n'y a pas eu de contamination comme ça. D'accord. La contamination, c'est par les aérosolisations. Voilà, mais encore une fois... merci beaucoup, Caroline. Il y a encore des questions. Pour un virus qui mute constamment,
Pour un virus qui mute constamment, il n'y a pas de vaccin. Ben, bon, c'est un peu le principe du virus de la grippe aussi. Oui. Hein. Le virus de la grippe, ben, on vaccine les gens tous les ans aussi parce que le virus se Mais transforme on et prend mute. la souche. On prend la souche de l'année d'avant, donc c'est pas parfait. C'est Oui. pour ça que le virus de la grippe n'est pas efficace d'ailleurs à 100%. On prend la souche de l'année d'avant, mais il reste un facteur commun. Donc même si le virus mute un peu, certains vaccins peuvent rester efficaces. Voilà. D'accord. D'autres questions au niveau? C'est Merci tout bon. beaucoup, docteur. Eh ben, Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Les Reich-Tétois ont besoin de vous. Vous aussi. Je vais attendre. Hop. Bien, on va passer à la deuxième partie de notre point, le point géothermie. Je sais que c'est un point qui est très clivant. On est sur le pont depuis, je dirais depuis le 28 octobre, date des premiers séismes, et j'ai un certain nombre d'éléments à vous communiquer, mais n'hésitez pas à intervenir à travers Messenger et à travers Facebook, de manière à ce que on puisse vraiment avoir un échange. Je vous rappelle, je ne vais pas faire toute la genèse de l'histoire, mais l'autorisation d'exploiter le site géothermique de Vendenheim date du 15 avril de 24 mars 2016. J'ai ici l'arrêté préfectoral du 24 mars 2016 autorisant et réglementant l'ouverture des travaux miniers sur ce site. Je rappelle aussi, mais on ne va pas rentrer dans la polémique tout de suite, que les conseils municipaux de Vendenheim et de Reichstätt ont émis un avis défavorable. Les délibérations sont ici. Nous avons même fait un recours amiable auprès de la préfecture. La réponse du préfet, elle nous est parvenue le 4 juillet 2016 en disant tout simplement: aucun de ces éléments n'est apparu toutefois de nature à remettre en cause le sens de ma décision, c'est-à-dire d'autoriser le site. Je dis ça non pas pour nous dédouaner ou quoi que ce soit. Je sais bien qu'on est les élus avec mes collègues maires de proximité et que c'est normal que vous vous adressiez à nous. Mais simplement pour remettre un petit peu l'église au centre du village, c'est un forage qui est sous le coup de la loi des travaux miniers, qui est du seul ressort de l'État. Alors voilà, les forages ont donc commencé. Les puits, les deux puits sont terminés depuis à peu près février 2020. Depuis février 2020, il n'y a plus de forage. Alors, nous avons eu un premier incident qui était le 12 novembre 2019. C'était un séisme très important de l'ordre de 3 et qui a entraîné l'arrêt, je dis bien non pas l'arrêt des forages, parce que les forages ont continué jusqu'en février 2020, mais tous les arrêts d'injection ou de poursuite d'études. Aujourd'hui, cet incident, malgré les nombreuses commissions d'experts qui ont été mises en place, il n'est pas encore prouvé que c'était un phénomène induit ou un phénomène naturel. Première chose. La préfecte a arrêté tous les travaux sur site et a mis en place un comité d'experts, un comité scientifique d'experts qui lui-même a déterminé un certain nombre de tests à effectuer, mais surtout a mis en place ce qu'on appelle des paliers. Et à l'intérieur de chaque palier, il y a des tests à faire. Ces tests ont commencé début octobre et on se rappelle tous l'incident du 28 octobre qui a entraîné des secousses sismiques supérieures à la norme. Je vous rappelle la norme qui était définie dans l'arrêté préfectoral. La norme, elle est simple. À partir de 1,5 sur l'échelle de Richter, on est en situation d'alerte.
À partir de 2, il y a des rapports qui sont faits et on doit envisager l'arrêt progressif de l'installation. Je dis bien l'arrêt progressif. On a quand même assisté à un nombre de dépassements assez important et donc la préfète a ordonné l'arrêt. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Alors là pareil, je ne suis pas un ingénieur minier, des travaux miniers, je fais que en fin de compte un peu essayer de comprendre ce qui a pu se passer et vous le retransmettre dans un langage que moi j'ai compris. Alors s'il y a des spécialistes parmi vous, excusez-moi, mais je vais employer ma terminologie. Tout simplement, ce comité d'experts a demandé à la société Fonroche d'effectuer un nombre de tests X pour arriver à valider le premier palier. Dans ces tests, il y avait ce qu'on appelle un test de traçage qui consiste à injecter du produit pour voir un petit peu la circulation et avant cela un test d'interférence où on réduit progressivement la pression sur un puits par rapport à l'autre. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, quand on fait un test comme cela, ça se fait sur plusieurs jours. Là, ça s'est fait sur un nombre d'heures. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas à moi de le faire, parce que je ne maîtrise, désolé, mais je m'en excuse, pas assez le sujet. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on l'a fait en fin de compte, ce test d'une manière beaucoup trop courte. Comme on dit, le site n'était pas préparé, bassin en bas, et donc on a eu des réactions de la part de la Terre. C'est ce qui est pratiquement logique. Et donc, à partir de là, bien sûr, tous les tests ont été arrêtés, et aujourd'hui, la Terre continue à bouger. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus de travaux en cours. Mais la Terre continue à bouger. La seule chose qui a été faite, c'est ce qu'on appelle une pression artésienne, parce que les puits sont pas vides. Il ne faut pas croire que les puits sont vides. Les puits sont toujours remplis d'eau. Alors bien sûr, c'est pas de l'eau potable quand on est à 4300 mètres, mais c'est de l'eau très acide, alors avec des blindages, il n'y a pas vraiment de soucis canal phréatique. Mais simplement, les puits sont sous pression artésienne, à peu près à 44 mètres cubes heure. Voilà. Et plus personne ne touche à rien du tout pour l'instant. Mais je suis d'accord avec vous, et c'est ce qui nous inquiète aussi, les élus, mais également, et je comprends que la population est inquiète, c'est que la Terre continue à bouger. Alors voilà, on nous dit que c'est normal, quand vous donnez un coup de pied dans une fourmilière, le temps qu'elle se remette en place, ça bouge. Bien, je peux le comprendre. Donc voilà les informations dont moi je dispose au jour d'aujourd'hui. Tout est arrêté, ça c'est clair, mais on continue à bouger. Et donc, excusez-moi, mais on est quand même très vigilant. Et demain, nous avons encore un rendez-vous avec Madame la préfète. Nous allons l'interpeller. On ne peut pas lui dire arrêtez tout, parce que tout est arrêté. Mais ce qu'on veut, c'est de savoir comment ça va continuer, parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors bien sûr, je vais tout de suite répondre à une question qui a été posée de nombreuses fois. Qu'est-ce que je fais si je constate des fissures dans ma façade? À l'époque, je tiens tout de suite à vous dire que nous avions sollicité la société Fonroche en 2016 et dans le cadre d'un courrier que la société nous a fait le 26 septembre, protection des citoyens, constat d'huissier à réaliser sur les 500 maisons les plus proches de la zone d'activité du projet, doublement du seuil d'assurance en responsabilité civile, travaux et exploitation de 50 à 100 millions d'euros et mise en place d'un dispositif de prise en charge immédiat par Fonroche Géothermie envers le citoyen intervenant jusqu'à hauteur de 500 000 euros, activable en cas de sinistre. Bon, vous me direz, ça vous fait peut-être une belle jambe si la maison s'écroule. Mais enfin, je vous dire qu'il y a quand même des garanties. Si vous constatez des fissures dans vos habitats, alors prenez note, je vous laisse un peu prendre un stylo, je vous laisse 5 secondes ou 10 secondes. Vous allez sur le site http://www.geoven.com
Je répète, http://www.geoven.fr/ Vous tomberez sur le site de la géothermie Vendenheim, vous cliquez dans Contact, vous rentrez vos coordonnées, vous exposez votre cas. Si vous voulez y joindre des photos, il n'y a pas de souci. Vous envoyez ça à la société. J'ai eu le directeur en téléphone qui m'a dit qu'il s'engage à prendre rapidement contact avec vous. Vous pouvez également en même temps, bien sûr, faire une déclaration à votre assurance. Voilà ce que je voulais vous dire. Avez-vous, maintenant je vous laisse un peu poser des questions parce que je crois que c'est surtout à vous d'en poser. Y en a-t-il, Nicolas? Bon, alors écoutez, s'il n'y a pas de questions, je considère que vous avez peut-être compris mon explication qui n'était sûrement pas des plus convaincantes, hein, mais nous ne sommes pas convaincus nous-mêmes et je tiens quand même à rappeler un certain nombre de points. Je lis, bien sûr, que les maires doivent faire cesser. Les maires sont à côté de la population. Le maire de Vendenheim habite Vendenheim, le maire de Reichstett, il habite Reichstett. Donc, nous sommes tout à fait partie prenante. Hein. C'est-à-dire que si votre maison s'écroule, la nôtre peut s'écrouler aussi. Ne croyez surtout pas qu'on n'est pas partie prenante. La deuxième chose, c'est que, je répète, nous n'avons pas un pouvoir décisionnel. Tout ce qui est de droit minier dépend directement de l'État. Donc, la seule aujourd'hui autorité qui peut arrêter complètement l'exploitation du site, c'est l'autorité qui a donné l'autorisation. Et c'est l'arrêté préfectoral de 2016. Voilà ce que je pouvais vous dire au jour d'aujourd'hui. Nous avons une réunion demain à 14h avec Madame la préfète. Je vous tiendrai bien sûr au courant la semaine prochaine de ce qui s'y est dit. Hein, on est absolument, et je crois que là on est unanime, les maires, que ce soit de Lavensenau, que ce soit de Vendenheim ou de Reichstett, on ne cache pas d'informations. On veut jouer la transparence. Si vous avez des questions, je crois que je peux pas faire mieux. Vous avez mon mail. Beaucoup ont mon 06 parce qu'on me réveille à 6h du matin pour me dire que ça a tremblé. Oui, je constate que ça a tremblé. Je comprends votre ressenti. Je comprends que ce soit anxiogène. Alors, je réponds directement à une question. Un arrêt définitif est-il envisageable? Je peux pas, concrètement, je ne peux pas répondre. Oui, bien sûr, un arrêt définitif est toujours envisageable. Mais celle qui peut le donner, c'est l'autorité qui a accordé l'exploitation, l'autorisation d'exploitation. Et moi, la question que je me pose, bien sûr, que faut-il continuer ces forages? À quoi servent-ils? Écoutez, là aussi, on a des sites dans le Bas-Rhin, on a 2 sites, Rittershofen et Soultz-sous-Forêt, qui fonctionnent. Je crois que la géothermie fait partie des énergies renouvelables. Alors bien sûr, moi je ne vais pas rentrer dans le débat, puisque nous étions contre, à l'époque avec le conseil municipal. Je peux vous lire ce que nous avions marqué à l'époque en conclusion. Nous avions dit, vu le projet et sa proximité de la zone Céveso, voulant préserver la nappe phréatique de tout risque de pollution, considérant que la technique d'exploitation de la géothermie est non mature et que des recherches fondamentales sont encore à faire, tenant compte du manque d'expérience de l'opérateur dans les travaux de forage, le conseil municipal, après en avoir délibéré, estime qu'il est sage d'appliquer le principe de précaution et donne un avis défavorable. Donc, on ne peut pas, nous, à notre niveau, en faire plus. Après,
la géothermie peut avoir également un certain nombre d'avantages. C'est quand même de l'énergie non fossile qui, là où c'est utilisé et où c'est en place depuis quelques années, fonctionne. Alors, on nous parle de lithium de Fonroche également. C'est pour l'énergie ou pour le lithium? Alors, bonne question, mais auquel moi je ne peux pas répondre. Je ne pense pas que lorsque les forages ont commencé, on savait qu'on allait avoir du lithium à 4500 mètres. Alors, il se trouve qu'il y a du lithium en quantité suffisante pour être exploité. D'ailleurs, à ce titre-là, il y avait une enquête, enfin pas une enquête, une consultation publique. Donc, consultation publique, c'est pas réservé aux élus, hein, qui était en ligne du 5 au 19 octobre et lequel tout le monde a pu s'exprimer. Alors après, donc pour résumer, s'il faut arrêter Fonroche, c'est le peuple à trouver des solutions, pétition, manifestation. Écoutez, le peuple est souverain et je ne vais pas aller contre ce que veut le peuple, je suis l'élu du peuple. Si vous pensez, vous, personnellement, que manifester, vous enchaîner à la grille de Fonroche va faire que le site peut s'arrêter, écoutez, ça c'est votre avis et c'est votre action, ce n'est pas à moi d'entraver l'action du peuple. Après, voilà, on peut dire aujourd'hui, nous, au niveau des maires, on a demandé, ce qu'on demande, en fin de compte, c'est un arrêt des tests et une reconsidération scientifique du site afin de mettre les gens en sécurité. Moi, je vais vous lire juste un extrait de l'arrêté préfectoral, je l'ai repris et je l'ai souligné. Le seuil d'une magnitude de 1,5 sur l'échelle de Richter, donc ça c'est les phénomènes microsismiques et géodésiques. Donc déjà dans l'arrêté, le préfet disait qu'éventuellement il pouvait y avoir, durant le forage, des séismes. En effet, lorsque la jurisprudence, on nous dit que sur Soultz sous Forêt et également sur Rittershofen, quand ils ont foré, il y a eu des micro-séismes. Mais là, dans l'arrêté, il est clairement dit que le seuil d'une magnitude de 1,5 est défini comme étant le seuil à partir duquel une vigilance renforcée est mise en place. Le seuil d'alerte de magnitude 2 est défini comme le seuil à partir duquel la DREAL demandera aux pétitionnaires de fournir l'ensemble des données des 4 stations. Et également, ce seuil d'alerte, une magnitude de 2, déclenchera l'arrêt progressif des opérations. Cet arrêt fera l'objet d'une information du service en charge et la reprise des activités ne pourra avoir lieu qu'après autorisation de la DREAL. Donc c'est simple, c'est marqué dans l'arrêté préfectoral. Ceux qui peuvent arrêter et ceux qui peuvent redonner l'autorisation de redémarrage des travaux, c'est la DREAL. Voilà où on en est. Alors, la géothermie n'est pas une énergie renouvelable, peut-être. Alors, pourquoi avoir fait un site de géothermie sur une faille géologique? Mais parce que c'est là-dessus qu'on les fait. C'est la question, bien sûr, qu'on s'est posée aussi depuis le départ. Alors, on nous a bien expliqué que si la géothermie ne peut se faire que là où il y a des failles. Si vous faites ça sur 4 km de granit pur, on n'arrivera pas à passer. Alors, la question également, bien sûr que nous nous sommes posés, c'est pourquoi le faire aussi proche d'un habitat. Et ça, nous nous sommes posés en 2016 déjà, aussi proche d'un habitat et surtout aussi proche d'une zone Seveso, parce que c'est bien aussi le problème. Alors, j'ai regardé aussi un petit peu, donc je vous donne l'information, je ne cherche pas à vous rassurer, hein. Toutes les installations de type pétrole et autres sont normalement construites pour résister à des séismes de l'ordre de 6 à 7. C'est ce qui est marqué dans le cahier de charge. Pourquoi les avoir construites ici? C'est la question qu'on s'est posée. La réponse qui nous a été donnée, c'est parce que c'est à côté d'un écoparc qu'on aura le plus d'utilisation et à proximité également de Strasbourg.
puisque Strasbourg a une vision de la géothermie qui doit lui permettre d'alimenter en électricité et en chauffage un certain nombre d'habitats. Alors vous me direz, pourquoi ils ne l'ont pas voulu au port au pétrole? C'est une excellente question à laquelle malheureusement je ne peux pas vous répondre. Puisqu'ils ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas voulu, ils ont peut-être eu plus de poids que nous, puisque je rappelle, mais là aussi, ce n'est pas sur le banc de Reichstett, c'est sur le banc de Vendenheim. Alors, en commission de suivi, j'ai demandé à ce que la qualité d'énergie renouvelable pour la géothermie soit requestionnée. L'usine a une durée de vie limitée, M. Soulet nous l'a dit. Oui, bah écoutez, mais pour l'instant, l'usine n'est pas encore en exploitation. Hein. On est encore dans une phase de mise en action de l'usine. Et je répète aussi, c'est une installation classée, donc surveillance de l'État, de l'ADREAL. Tant que l'usine n'est pas en fonctionnement, elle restera classée et sous l'autorité même de l'État. Voilà ce que je pouvais vous dire. On se fait du souci, croyez-moi. Mais là aussi, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message, ou une dame, en disant j'ai une grue à côté de moi, elle peut tomber. Je suis d'accord avec vous, hein, mais la grue, elle peut tomber aussi avec un coup de vent, et s'il vous plaît, ne rentrons pas dans des considérations comme ça. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas. On est tout à fait conscient de cela. Hein. Voilà, Nicolas. Pour l'instant, plus de questions. Donc, j'espère avoir répondu à un certain nombre d'interrogations. Aujourd'hui, dire qu'on arrête, je vous réponds, c'est arrêté. C'est arrêté. Hein. Que la Terre bouge, oui. Les scientifiques nous disent qu'elle va continuer à bouger parce que c'est en train de se mettre en place. Comme on dit, ils ont rééquilibré les deux puits maintenant après avoir réduit la pression dans l'un. Donc, normalement, tout devrait, je dirais, revenir dans l'ordre. Dernier point, et je terminerai par cela aussi, parce que là, vous me posez la question, et je l'ai déjà dit, n'hésitez pas, hein, si vous constatez des fissures dans vos bâtiments, si vous constatez des choses qui bougent et qui peuvent entraîner des avaries ou des problèmes dans vos bâtiments, vous prenez contact. Et si jamais vous n'avez pas de réponse de la société, alors là, vous n'hésitez pas, vous revenez vers nous. Pour une réelle transparence, il faut communiquer les plans des puits. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi je les ai pas. Alors je peux pas vous les communiquer. Je sais simplement, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une entreprise classée. Donc à partir du moment où c'est classé, il y a toujours une forme de confidentialité, ça je peux le dire. Et que la longueur des puits dépasse les 6 km, mais ce n'est pas 6 km en vertical, hein, grosso modo, on descend à 4500 mètres de profondeur en profondeur, mais sur une longueur de 6 km. Voilà ce que je pourrais vous dire, mais je suis d'accord avec vous, une réelle transparence, il faut communiquer les plans, oui, bon, ça me paraît logique. Après, qu'en faire de ces plans? Moi, vous me donnez les plans des puits, je ne saurais pas quoi en faire. Hein. Maintenant, si je pense que vous êtes spécialiste et que vous pourrez en faire quelque chose, donc moi, ça me paraît évident. Maintenant, la question, je la poserai demain à Madame la Préfète et je vous donnerai la réponse jeudi prochain. Voilà. Écoutez, mes chers concitoyens, je vous remercie. Sachez que si vous me rencontrez dans la rue, vous pouvez m'interpeller. Pas avec des coups, parce que je répondrai à toutes vos questions. Mais sachez, et je le répète, que nous vivons avec vous dans le village et que nous sommes partie prenante avec nos biens, de vos soucis aussi. Hein. Donc, voilà. Bonne soirée et à très bientôt. Merci.